Guéris tes blessures, stop au schéma répétitif, se libérer du passé et retrouver un équilibre émotionnel. Du docteur Nicole Lepera, traduit de l'anglais par Julie Blanc, lu par Joséphine de Renesse. Ce scénario va certainement vous sembler familier. Vous décidez qu'aujourd'hui est le jour où vous allez changer votre vie. Vous allez vous rendre à la salle de sport, manger moins de nourriture transformée, mettre un peu les réseaux sociaux de côté, rompre tout contact avec un ou une ex qui vous pose problème. Vous êtes décidé à ce que, cette fois, les changements perdurent. Quelque temps plus tard, peut-être quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines, la résistance mentale fait son apparition. Vous commencez à vous sentir physiquement incapable d'éviter les sodas trop sucrés. Vous ne parvenez plus à trouver l'énergie nécessaire pour aller à la salle de sport. Et vous vous sentez obligé d'envoyer à un ou une certaine ex un court message pour savoir si tout va bien. Votre esprit lance des signaux d'alarme. Il vous raconte des histoires très convaincantes pour vous maintenir dans une vie familière, par des requêtes telles que « tu mérites bien une pause ». Le corps se joint à lui par des sensations d'épuisement et de lourdeur. Le message oppressant devient « tu n'y arriveras pas ». Au cours de mes 10 années de travail en tant que chercheuse et psychologue clinicienne, le mot « bloqué » est celui qui a été le plus souvent utilisé par mes patients pour décrire ce qu'ils ressentaient. Ils avaient tous décidé de suivre une thérapie parce qu'ils souhaitaient changer. Certains voulaient transformer des choses sur eux-mêmes, en prenant de nouvelles habitudes, en apprenant de nouveaux comportements ou bien en trouvant un moyen de ne plus se détester. D'autres désiraient modifier un facteur extérieur à eux-mêmes, par exemple, changer une dynamique problématique avec un parent, un ou une épouse ou collègue. Beaucoup avaient envie et besoin de procéder à des changements internes et externes. J'ai traité des gens riches et d'autres qui vivaient dans la pauvreté, des personnes de type hyperfonctionnel et avec de hautes responsabilités, ainsi que d'autres qui ont été emprisonnées et mises à l'écart de la société traditionnelle. De manière unanime, quel que soit le milieu d'où ils venaient, chacun de ces patients se sentait bloqué par de mauvaises habitudes, des comportements nuisibles, des schémas prévisibles et problématiques. Et cela leur donnait un sentiment de solitude, d'isolement et de désespoir. Ils étaient quasiment tous inquiets de savoir comment ce blocage était perçu par les autres. Et ils étaient souvent obsédés par la manière dont ils étaient vus par les personnes présentes dans leur vie. La plupart partageaient la croyance profonde que leur incapacité permanente à maintenir un changement était la preuve d'une blessure plus grave et intrinsèque, ou bien une absence de mérite, une description que beaucoup d'entre eux utilisaient. Souvent, mes patients qui se connaissaient le mieux étaient capables d'identifier leurs comportements problématiques et pouvaient même visualiser avec clarté le chemin qui les conduirait au changement. Mais peu d'entre eux étaient en mesure de franchir le cap entre savoir et faire. Ceux qui parvenaient à voir cette porte de sortie exprimaient un sentiment de honte à propos de leur retour instinctif vers des schémas comportementaux non désirés. Ils avaient honte de savoir, et pourtant de ne pas pouvoir, raison pour laquelle ils venaient dans mon cabinet. Parfois, même mon aide et mon soutien avaient leurs limites. Pour la majorité de mes patients, 50 minutes de thérapie par semaine ne semblaient pas suffisantes pour produire des changements assez importants. Certains étaient tellement frustrés par ce manège insatisfaisant qu'ils arrêtaient purement et simplement toute forme de thérapie. Bien que beaucoup d'entre eux aient pu tirer profit du temps passé ensemble, les progrès étaient douloureusement lents à faire leur apparition. Une séance pouvant être particulièrement productive, pourtant la semaine suivante, le même patient revenait parfois me raconter des histoires traduisant les mêmes problèmes prévisibles. Beaucoup de patients exprimaient une vision incroyable d'eux-mêmes au cours de la thérapie, parvenant à assembler les schémas qui les empêchaient d'avancer. Pourtant, ils étaient ensuite incapables de résister à l'attraction instinctive de ce qui leur était familier dans la vraie vie, c'est-à-dire en dehors du cabinet. Ils parvenaient à regarder en arrière et voyaient les problèmes, mais ils n'avaient pas forgé la capacité à appliquer cette vision en temps réel dans leur existence présente. J'ai observé des schémas similaires chez des personnes ayant vécu des expériences qui les avaient transformées, celles qui avaient participé à des retraites intensives ou bien à des cérémonies psychédéliques de l'ayahuasca, mais qui ensuite, avec le temps, avaient de nouveau glissé dans leurs anciens comportements indésirables,
qui les avait au départ poussés à trouver des réponses. Leur incapacité à avancer, après avoir vécu quelque chose qui aurait dû véritablement les transformer, a plongé beaucoup de mes patients dans des crises. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à changer? Ce que j'ai finalement réalisé, c'est que la thérapie et les expériences singulières de transformation, telles que les cérémonies de l'ayahuasca, ne peuvent que partiellement nous mener sur le chemin de la guérison. Pour véritablement concrétiser un changement, vous devez vous impliquer dans le travail, celui de faire chaque jour de nouveaux choix. Pour atteindre le bien-être mental, vous devez commencer par être un acteur quotidien de votre guérison. Plus je regarde autour de moi, plus je vois une frustration identique, au-delà de mon cabinet, dans mon cercle d'amis. Beaucoup d'entre eux prenaient des traitements contre l'insomnie, la dépression et l'anxiété. Chez certains, aucun trouble de l'humeur n'avait jamais officiellement été diagnostiqué. Pourtant, ils réunissaient nombre de symptômes similaires sous des formes apparemment acceptables, telles qu'une grande réussite, des voyages constants et un intérêt obsessionnel pour les réseaux sociaux. Ces personnes étaient arrangées directement dans la catégorie A, celles qui terminent leur mission plusieurs semaines avant qu'elle ne soit due, qui courent des marathons, qui décrochent des métiers particulièrement stressants et qui excellent dans des milieux à forte pression. J'étais, pour de nombreuses raisons, l'une de ces personnes. Je connaissais personnellement les limites du modèle traditionnel de la prise en charge de la santé mentale. J'ai suivi ma première thérapie lorsque j'avais une vingtaine d'années, alors que des crises de panique quasiment constantes me tourmentaient et que je devais faire face aux graves problèmes cardiaques de ma mère. Un traitement contre l'anxiété m'a aidé à traverser cette période, mais je me sentais toujours apathique, détachée et fatiguée, plus vieille que mon âge. J'étais une psychologue, j'étais censée aider les autres à comprendre leur monde intérieur. Pourtant, j'ai continué à être une étrangère, incapable de véritablement aider, même ma propre personne.